Bonjour à vous qui m'écoutez en ce moment. Peut-être êtes-vous dans votre voiture, peut-être êtes-vous allongé dans votre lit, peut-être marchez-vous dans une rue que vous connaissez par cœur. Peu importe où vous êtes. Ce qui compte, c'est que vous êtes là et que quelque chose dans le titre de cet épisode vous a parlé. Ce qui arrive quand tu cesses de chercher l'approbation des autres. Si vous avez cliqué, si vous avez appuyé sur lecture, c'est probablement parce que cette phrase a touché quelque chose en vous, quelque chose de sensible, quelque chose de vrai. Et je voudrais commencer par vous dire ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette fatigue particulière, cette fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme. Cette fatigue de toujours guetter dans le regard de l'autre un signe d'approbation, un sourire, un hochement de tête, un mot gentil. Cette fatigue de se demander sans cesse: est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me trouve à la hauteur? Je connais bien cette fatigue. Je l'ai connue moi-même pendant de longues années. Et je l'ai vue des centaines de fois dans les yeux de mes patients, dans les récits de personnes tout à fait remarquables qui pourtant doutaient d'elles-mêmes à chaque instant. Des personnes brillantes, généreuses, sensibles, qui vivaient comme si leur valeur devait être confirmée chaque jour par le monde extérieur, comme si, sans cette confirmation, elles risquaient de disparaître. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous prenions le temps ensemble, tranquillement, sans nous presser, d'explorer ce qui se passe véritablement quand on commence à lâcher cette quête. Pas d'un coup, pas violemment, pas en devenant indifférent aux autres. Non, quelque chose de plus doux, de plus profond. Quelque chose qui ressemble à une libération silencieuse. Parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Ce n'est pas une rupture avec les autres, c'est une réconciliation avec soi-même. Avant d'aller plus loin, je voudrais poser une question simple et je vous invite à y réfléchir honnêtement. La voici. Combien de décisions avez-vous prises cette semaine en pensant d'abord à ce que les autres allaient en penser? Pas des grandes décisions existentielles, non. Des petites choses. Le vêtement que vous avez choisi ce matin. La manière dont vous avez formulé un message. Le fait d'avoir dit oui à une invitation alors que tout votre corps vous disait non. Le fait d'avoir ri à une blague qui ne vous faisait pas rire. Le fait d'avoir gardé le silence alors que vous aviez quelque chose à dire parce que vous aviez peur de déranger, peur de déplaire, peur d'être jugé. Si vous êtes honnête avec vous-même, je pense que la réponse est beaucoup. Beaucoup de ces petites décisions ont été influencées, voire dictées par le regard de l'autre. Et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une accusation, c'est un constat humain. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe, d'être reconnus, d'être aimés. C'est inscrit dans notre biologie, dans notre histoire évolutive. Le bébé qui ne cherche pas l'approbation de sa mère, le bébé qui ne cherche pas à capter son regard, ce bébé est en danger. Parce que dans les premiers temps de la vie, l'approbation de l'autre est littéralement une question de survie. Mais nous ne sommes plus des bébés, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que même si nous avons grandi, même si nous sommes devenus des adultes capables de nous nourrir, de nous loger, de prendre soin de nous, il reste en nous cette petite voix, cette programmation ancienne, qui continue de murmurer: fais attention, ne les déçois pas, sois gentil, sois parfait, sois ce qu'ils attendent de toi. Et cette petite voix, avec le temps, peut devenir un tyran. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Marie, que j'ai suivie pendant plusieurs années. Marie était une femme d'une cinquantaine d'années, intelligente, cultivée, appréciée de tous. Quand elle entrait dans une pièce, les gens souriaient. Elle avait ce don, cette capacité à mettre les autres à l'aise. Mais quand elle venait me voir, dans le calme du cabinet, elle s'effondrait. Elle me disait: Christophe, je ne sais plus qui je suis.
J'ai tellement joué de rôles différents pour plaire à tout le monde que je ne sais plus lequel est le vrai. Et elle pleurait. Pas des larmes de tristesse, non. Des larmes d'épuisement. Des larmes de quelqu'un qui a couru un marathon sans jamais trouver la ligne d'arrivée. Parce que c'est cela, la quête de l'approbation. Un marathon sans fin. Il n'y a jamais assez d'approbation. Il n'y a jamais assez de validation. Chaque compliment est un soulagement temporaire, jamais une guérison. Et c'est le premier point que je voudrais que nous explorions ensemble. Cette idée que la recherche d'approbation fonctionne comme une addiction. Oui, une addiction. Le mot est fort, mais il est juste. Le mécanisme est le même. Quand quelqu'un nous approuve, quand quelqu'un nous dit que nous avons bien fait, notre cerveau libère de la dopamine. Nous ressentons du plaisir, du soulagement. Mais ce plaisir est bref, il s'évapore. Et très vite, nous avons besoin d'une nouvelle dose. Un nouveau compliment, un nouveau signe d'approbation. Et si ce signe ne vient pas, nous ressentons du manque, de l'anxiété, de la douleur. Exactement comme dans une addiction. La différence, c'est que personne ne nous met en garde contre cette addiction-là. Personne ne nous dit « Attention, chercher l'approbation des autres peut détruire votre vie intérieure. » Au contraire, la société nous encourage à le faire. Soyez aimable, soyez agréable, ne faites pas de vagues, adaptez-vous, souriez. Et nous obéissons. Nous obéissons parce que nous avons peur. Peur d'être rejetés, peur d'être seuls. Peur de découvrir que sans le regard approbateur de l'autre, nous ne sommes rien. Mais c'est un mensonge. Un mensonge tenace, un mensonge confortable, parfois, mais un mensonge tout de même. Vous n'êtes pas le reflet de ce que les autres pensent de vous. Vous êtes tellement plus que cela. Permettez-moi de vous proposer une image. Imaginez un arbre. Un grand arbre, solide, enraciné dans la terre. Cet arbre, il est beau en lui-même. Ses branches, son tronc, ses racines profondes. Maintenant, imaginez que cet arbre passe son temps à regarder les oiseaux qui se posent sur ses branches, et qu'il tire toute sa valeur, toute son estime de lui-même, du nombre d'oiseaux posés sur ses branches. Quand il y a beaucoup d'oiseaux, l'arbre est content. Quand les oiseaux s'envolent, l'arbre est malheureux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi sont-ils partis? Est-ce que mes branches ne sont pas assez belles? Est-ce que mon ombre n'est pas assez fraîche? C'est absurde, n'est-ce pas? Parce que la valeur de l'arbre ne dépend pas des oiseaux. L'arbre est un arbre. Il est beau, il est vivant, il a de la valeur, qu'il y ait des oiseaux ou non. Et pourtant, c'est exact ce que nous faisons. Nous attendons que les oiseaux se posent sur nos branches pour nous sentir vivants. Et quand ils partent, nous nous effondrons. Cesser de chercher l'approbation des autres, c'est commencer à comprendre que vous êtes l'arbre. Pas les oiseaux. C'est revenir à vos racines. C'est retrouver votre propre sol. Mais je sais ce que vous pensez. Vous pensez, c'est facile à dire, Christophe. C'est facile à dire quand on est psychiatre, quand on a écrit des livres, quand on a une certaine reconnaissance. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, comment je fais? Et vous avez raison de poser cette question. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et je ne vais pas vous mentir en prétendant que c'est simple. Ce que je vais faire, c'est vous accompagner, pas à pas, dans cette exploration. Et le premier pas, le tout premier pas, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que nous cherchons l'approbation. Cela semble évident, dit comme ça, mais en réalité, la plupart d'entre nous ne s'en rendent pas compte. Nous le faisons de manière tellement automatique, tellement habituelle, que c'est devenu invisible. C'est comme respirer. Nous ne remarquons notre respiration que lorsqu'on nous demande d'y faire attention. De la même façon, nous ne remarquons notre quête d'approbation que lorsqu'on nous invite à l'observer. Alors voici ce que je vous propose. Pendant les prochains jours, pas les prochaines semaines ni les prochains mois, juste les prochains jours, essayez d'observer.
Observez les moments où vous modifiez votre comportement en fonction de ce que vous pensez que l'autre attend de vous. Observez les moments où vous dites oui alors que vous pensez non. Observez les moments où vous souriez alors que vous êtes triste. Observez les moments où vous gardez le silence alors que vous avez envie de parler. Ne vous jugez pas. Ne vous critiquez pas. Observez simplement, comme un scientifique observe un phénomène naturel, avec curiosité, avec douceur, avec patience. C'est le premier pas, et il est plus puissant qu'il n'y paraît, parce que la conscience, en elle-même, est déjà un acte de liberté. Le simple fait de voir ce que nous faisons, de le nommer, de le reconnaître, change quelque chose en nous, quelque chose de subtil mais de profond. Nous ne sommes plus complètement prisonniers de nos automatismes. Nous commençons à créer un espace entre le stimulus et la réponse, un espace où la liberté devient possible. Si jusqu'à présent, quelque chose de ce que vous avez entendu vous a fait réfléchir, prenez un moment pour vous abonner. Ainsi, vous continuerez à recevoir davantage de réflexions sur l'art de vivre en étant fidèle à soi-même. Maintenant, explorons ensemble les racines de cette quête d'approbation. D'où vient-elle? Pourquoi est-elle si profondément ancrée en nous? J'ai évoqué tout à l'heure la dimension biologique. Nous sommes programmés pour chercher l'approbation parce que, dans les premiers temps de notre vie, elle était liée à notre survie. Mais il y a aussi une dimension plus personnelle, plus intime. Et cette dimension se joue dans l'enfance. Pensez à votre enfance. Pensez au moment où vous avez reçu de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Était-ce inconditionnel? C'est-à-dire, est-ce que vos parents, vos proches, vous aimaient simplement parce que vous existiez? Ou est-ce que cet amour était conditionné à quelque chose, à vos résultats scolaires, à votre comportement, à votre obéissance, à votre capacité à être sage, à ne pas déranger, à correspondre à ce qu'ils attendaient de vous? Pour beaucoup d'entre nous, l'amour que nous avons reçu était conditionnel, pas nécessairement par malveillance. Nos parents faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils savaient. Mais le message que nous avons intégré, le message qui s'est inscrit dans nos cellules, c'est celui-ci. Pour être aimé, tu dois être conforme. Pour être accepté, tu dois te conformer aux attentes. Pour avoir ta place, tu dois mériter ta place. Et ce message, nous l'avons emporté avec nous dans notre vie d'adulte. Nous l'avons transposé dans toutes nos relations, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos partenaires amoureux, avec nos propres enfants parfois. Et chaque fois que quelqu'un semble nous désapprouver, chaque fois que quelqu'un fronce les sourcils, chaque fois que nous ne recevons pas le signe d'approbation que nous attendons, quelque chose en nous se contracte, quelque chose de très ancien, quelque chose qui dit « Attention, tu vas perdre l'amour. Attention, tu vas être abandonné. Attention, tu ne vaux rien si on ne t'approuve pas. » Je me souviens d'un autre patient, appelons-le Thomas. Thomas avait 40 ans. Il était cadre dans une grande entreprise. Il réussissait professionnellement, il avait une famille, une belle maison, tout ce que la société considère comme des signes de réussite. Mais Thomas était malheureux, profondément malheureux, parce que chaque matin, en arrivant au bureau, il se demandait ce que son patron pensait de lui. Il interprétait le moindre email, le moindre regard, le moindre silence comme un signe de désapprobation. Si son patron ne le saluait pas avec assez d'enthousiasme, Thomas passait la journée à ruminer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il est mécontent de mon travail? Est-ce qu'il va me licencier? Un jour, en séance, je lui ai posé une question simple. Je lui ai demandé « Thomas, et si votre patron avait simplement mal dormi cette nuit-là? Et si son manque d'enthousiasme n'avait rien à voir avec vous ?» Thomas m'a regardé avec des yeux ronds, comme si cette possibilité ne lui avait jamais traversé l'esprit. Et c'est là quelque chose de fascinant.
Quand nous sommes pris dans la quête de l'approbation, nous devenons le centre de notre propre univers, mais pas dans un sens narcissique, dans un sens anxieux. Nous croyons que tout tourne autour de nous, que chaque regard, chaque mot, chaque silence de l'autre est une réponse à notre existence. Nous oublions que les autres ont leur propre vie intérieure, leurs propres soucis, leurs propres combats. Nous oublions que la plupart du temps, les gens ne pensent pas à nous. Et ce n'est pas cruel. C'est simplement humain. Cette prise de conscience peut être libératrice. L'idée que les autres ne passent pas leur temps à nous juger, à nous évaluer, à nous noter. L'idée que, dans la plupart des cas, leur comportement n'a rien à voir avec nous. Cela peut sembler vertigineux au début, presque angoissant. Parce que si les autres ne pensent pas à nous, alors, qui sommes-nous? Mais c'est justement là que commence la liberté. C'est quand nous cessons de dépendre du regard de l'autre que nous pouvons enfin nous regarder nous-mêmes. Vraiment, honnêtement, avec tendresse. Et c'est ce qui m'amène à un concept que j'ai beaucoup exploré au fil des années, tant dans ma pratique clinique que dans ma propre vie. Ce concept, c'est l'estime de soi. Mais pas l'estime de soi telle qu'on la présente souvent, c'est-à-dire comme une armure, comme une forteresse, comme une sorte de blindage contre le monde. Non. L'estime de soi dont je parle est quelque chose de plus doux, de plus vulnérable, de plus authentique. L'estime de soi, la vraie, ce n'est pas se dire « je suis le meilleur, je suis formidable, personne ne peut m'atteindre ». Ça, c'est de la défense, ça c'est du blindage. Et le blindage, ça fatigue, ça isole, ça empêche le vrai contact avec les autres et avec soi-même. L'estime de soi, la vraie, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile à la fois. C'est se dire « je suis un être humain, imparfait, fragile, capable du meilleur comme du pire, et je mérite d'exister tel que je suis, pas tel que les autres voudraient que je sois, pas tel que je voudrais être, tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes lumières et mes ombres, avec mes réussites et mes échecs. » C'est une posture intérieure. C'est une manière de se regarder soi-même avec les mêmes yeux bienveillants que ceux avec lesquels on regarderait un ami cher. Vous savez, quand un ami vient vous voir et qu'il vous dit qu'il a fait une erreur, qu'il a échoué, qu'il a honte de lui-même, que faites-vous? Est-ce que vous le jugez? Est-ce que vous lui dites effectivement « tu es nul, tu aurais dû faire mieux » ? Non. Vous lui dites « ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs, tu apprendras, je t'aime quand même. » Vous lui offrez de la compassion, de la douceur, de l'acceptation. Mais quand c'est vous qui faites une erreur, quand c'est vous qui échouez, quand c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur de vos propres attentes, que faites-vous? La plupart d'entre nous se jugent impitoyablement. Nous sommes nos propres bourreaux. Nous nous flagellant intérieurement avec une violence que nous n'infligerions jamais à personne d'autre. Et cette violence intérieure, cette cruauté envers nous-mêmes, c'est le terreau de la quête d'approbation. Parce que quand nous ne sommes pas capables de nous approuver nous-mêmes, nous cherchons désespérément cette approbation à l'extérieur. C'est un cercle vicieux. Moins nous nous aimons, plus nous cherchons l'amour des autres. Et plus nous cherchons l'amour des autres, moins nous nous occupons de nous aimer nous-mêmes. Et la boucle continue, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Alors, comment briser ce cercle? Comment sortir de cette spirale? La réponse est simple à formuler, mais exige du courage et de la patience dans sa mise en œuvre. Il faut commencer à se donner à soi-même ce que l'on cherche chez les autres. Il faut commencer à s'approuver soi, à se valider soi-même, à se dire « c'est bien, tu fais de ton mieux et c'est suffisant ». Je sais que cela peut sembler étrange, voire égoïste. Nous avons été élevés dans l'idée que penser à soi, c'est de l'égoïsme, que se préoccuper de ses propres besoins, c'est du narcissisme. Mais c'est faux. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité,
c'est la condition nécessaire pour pouvoir ensuite prendre soin des autres de manière authentique et non par obligation ou par peur du rejet. Pensez à l'image de l'avion. Quand les hôtesses de l'air vous expliquent les consignes de sécurité, que disaient-elles? En cas de dépressurisation, mettez d'abord votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne pouvez aider personne. Vous perdez connaissance. Vous devenez inutile. C'est la même chose dans la vie. Si vous ne prenez pas soin de votre propre estime de vous, si vous ne nourrissez pas votre propre être intérieur, vous ne pouvez pas véritablement être présent pour les autres. Vous ne pouvez que jouer un rôle. Et jouer un rôle, à la longue, c'est épuisant. Je voudrais maintenant que nous parlions de quelque chose de très concret, de quelque chose que vous avez probablement vécu, peut-être même aujourd'hui. C'est la peur de dire non, la peur de refuser, la peur de décevoir. Cette peur est l'un des symptômes les plus courants de la quête d'approbation. Et elle a des conséquences considérables sur notre vie quotidienne. Combien de fois avez-vous dit oui alors que tout en vous disait non? Combien de soirées avez-vous passées avec des gens qui vous ennuyaient simplement parce que vous n'osiez pas refuser l'invitation? Combien de projets avez-vous acceptés au travail alors que vous étiez déjà surchargé simplement parce que vous aviez peur de passer pour quelqu'un de paresseux ou de non coopératif? Combien de fois avez-vous prêté de l'argent que vous n'aviez pas, rendu des services que vous n'aviez pas le temps de rendre, écouté des plaintes que vous n'aviez pas l'énergie d'entendre, simplement parce que vous aviez peur que l'autre vous en veuille si vous disiez non? Chaque oui que nous prononçons alors que nous pensons n'en est une petite trahison envers nous-mêmes, une petite fissure dans notre intégrité. Et ces fissures s'accumulent, elles s'additionnent, jusqu'au jour où quelque chose cède, jusqu'au jour où nous nous retrouvons épuisés, vidés, en colère contre le monde entier, alors qu'en réalité, nous sommes en colère contre nous-mêmes, parce que nous savons, au fond, que nous avons été complices de notre propre effacement. Dire non est un acte d'amour envers soi-même d'abord, mais aussi d'amour envers l'autre. Parce que quand vous dites non honnêtement, vous offrez à l'autre quelque chose de précieux, votre authenticité. Vous lui dites « Je te respecte suffisamment pour être honnête avec toi. Je ne vais pas jouer un rôle. Je ne vais pas faire semblant. Je vais te dire la vérité même si elle est inconfortable. » Et oui, parfois l'autre sera déçu. Parfois l'autre sera en colère. Parfois l'autre s'éloignera. Et c'est douloureux. Je ne vais pas minimiser cette douleur. Mais voici la question essentielle. Préférez-vous être aimé pour ce que vous n'êtes pas ou respecté pour ce que vous êtes? Préférez-vous avoir beaucoup de relations superficielles basées sur la complaisance ou quelques relations profondes basées sur la vérité? Je me souviens d'une phrase qu'un de mes patients m'a dite un jour et qui m'a profondément marqué. Il m'a dit « Christophe, j'ai passé ma vie à collectionner des amis et je me retrouve entouré d'inconnus. » C'est terrible, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui arrive quand on construit ses relations sur l'approbation plutôt que sur l'authenticité. On finit entouré de gens qui ne nous connaissent pas vraiment parce que nous ne leur avons jamais montré qui nous sommes vraiment. Si ce contenu vous aide, pensez à laisser votre like et à vous abonner pour continuer à apprendre ensemble. Je voudrais maintenant aborder un autre aspect de cette quête d'approbation, un aspect plus subtil mais tout aussi important. C'est la manière dont cette quête affecte notre créativité, notre expression personnelle, notre capacité à vivre une vie qui nous ressemble. Quand nous cherchons constamment l'approbation des autres, nous nous censurons. Nous ne disons pas ce que nous pensons vraiment. Nous ne faisons pas ce que nous voulons vraiment. Nous ne vivons pas comme nous le voudrions vraiment. Nous vivons comme les autres attendent que nous vivions. Et progressivement, imperceptiblement,
notre vie cesse d'être la nôtre. Elle devient une copie, une imitation, une version édulcorée de ce qu'elle pourrait être. Pensez à toutes les passions que vous avez abandonnées parce que quelqu'un vous a dit que c'était ridicule. Pensez à tous les rêves que vous avez enterrés parce que quelqu'un a levé les yeux au ciel. Pensez à tous les projets que vous n'avez jamais lancés parce que vous aviez peur du jugement. Pensez à toutes les paroles que vous n'avez jamais prononcées, à tous les textes que vous n'avez jamais écrits, à toutes les chansons que vous n'avez jamais chantées, à toutes les danses que vous n'avez jamais dansées, parce que quelqu'un, quelque part, aurait pu trouver ça bizarre. C'est une perte immense, pas seulement pour vous, pour le monde entier, parce que chaque fois qu'un être humain se censure, chaque fois qu'un être humain renonce à exprimer ce qu'il porte en lui, le monde perd quelque chose d'unique, quelque chose d'irremplaçable. Votre voix, votre vision, votre sensibilité, personne d'autre ne les possède. Personne d'autre ne peut offrir au monde ce que vous pouvez lui offrir. Et quand vous vous taisez pour plaire aux autres, le monde devient un peu plus silencieux, un peu plus uniforme, un peu plus triste. J'ai rencontré au fil de ma carrière tellement de personnes qui avaient renoncé à des aspects essentiels d'elles-mêmes pour se conformer aux attentes. Des hommes qui rêvaient de devenir artistes et qui sont devenus comptables parce que leur père leur avait dit que l'art n'était pas un vrai métier. Des femmes qui brûlaient d'envie de voyager seules et qui sont restées parce que leur entourage leur disait que ce n'était pas raisonnable. Des adolescents qui avaient des passions extraordinaires et qui les ont abandonnées parce que leurs camarades se moquaient d'eux. Chacune de ces renonciations est une petite mort. Et je pèse mes mots. C'est une petite mort parce que renoncer à ce qui nous fait vibrer, c'est renoncer à une partie de ce qui nous rend vivants. Mais voici la bonne nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle, je vous le promets. Cette partie de vous que vous avez étouffée, cette partie de vous que vous avez fait taire, elle n'est pas morte. Elle est endormie. Elle est là, quelque part, sous les couches de conformisme et de peur, et elle attend que vous lui donniez la permission de se réveiller. Elle attend que vous lui disiez « Tu as le droit d'exister. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit d'être toi. » Et quand vous lui donnez cette permission, quelque chose de magnifique se produit. Quelque chose que je ne peux décrire qu'avec un mot. La joie. Pas le bonheur au sens conventionnel du terme. Pas cette satisfaction tranquille d'avoir sauté toutes les cases. Non, la joie. Cette joie profonde, intense, presque douloureuse parfois, de se sentir vivant, de se sentir entier, de se sentir aligné avec ce que l'on est vraiment. Je pense à une patiente, appelons-la Claire. Claire avait 63 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. 63 ans. Elle avait passé toute sa vie à faire ce que les autres attendaient d'elle. Fille modèle, épouse modèle, mère modèle, employée modèle. Elle n'avait jamais fait de vagues. Elle n'avait jamais déçu personne. Sauf elle-même. Elle venait me voir parce qu'elle avait des crises d'angoisse. Et au fil des séances, nous avons découvert ensemble que ces crises d'angoisse étaient en fait des cris. Des cris de cette partie d'elle-même qu'elle avait réduite au silence pendant des décennies. Cette partie qui voulait peindre, qui voulait voyager, qui voulait dire ce qu'elle pensait, qui voulait vivre. Un jour, Claire est arrivée en séance avec un sourire que je ne lui connaissais pas, un sourire lumineux, presque enfantin. Elle m'a dit « Christophe, j'ai fait quelque chose de fou. Je me suis inscrite à un cours de peinture. » Et ses yeux brillaient. À 63 ans, elle avait osé faire ce qu'elle avait toujours voulu faire. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Ses crises d'angoisse ont diminué. Pas parce que la peinture est un médicament, mais parce que, en osant être elle-même, en cessant de demander la permission au monde entier pour vivre sa vie, elle avait apaisé quelque chose de très profond en elle. Elle s'était réconciliée avec cette partie d'elle-même qu'elle avait abandonnée.
Et c'est cela que je veux vous dire aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Peu importe votre âge, peu importe votre situation, peu importe combien de temps vous avez passé à chercher l'approbation des autres, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre selon vos propres termes. Jamais. Mais, et c'est important, ce n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Ce n'est pas un interrupteur que l'on bascule. C'est un chemin avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs, des moments de courage et des moments de doute. Et c'est normal. C'est humain. Le tout, c'est de continuer à marcher, même lentement, même en boitant parfois. L'essentiel, c'est la direction, pas la vitesse. Je voudrais maintenant que nous parlions d'un concept qui est au cœur de mon travail depuis de nombreuses années. C'est la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Non pas comme une technique miracle, non pas comme une solution magique à tous nos problèmes, mais comme un outil précieux pour développer cette capacité à être présent à soi-même, à observer ses propres mécanismes intérieurs sans les juger. Quand nous pratiquons la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées sans nous identifier à elles. Nous apprenons à voir apparaître une pensée comme « il va me trouver nul » ou « elle va être déçue de moi » ou « tout le monde va me juger ». Et au lieu de croire automatiquement cette pensée, au lieu de la prendre pour la vérité absolue, nous apprenons à la regarder, à la laisser passer, comme un nuage dans le ciel. Le ciel ne s'accroche pas aux nuages, il les laisse passer, et il reste le ciel. De la même façon, nous pouvons apprendre à laisser passer nos pensées d'insécurité, nos pensées de quête d'approbation, sans nous y accrocher. Cela ne signifie pas les nier. Cela ne signifie pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Cela signifie les accueillir avec bienveillance, les reconnaître et les laisser partir. Tiens, voilà ma vieille peur d'être rejetée qui revient. Bonjour, vieille peur. Je te connais. Tu as longtemps été utile. Tu m'as protégé quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi de la même manière. Tu peux rester si tu veux, mais tu ne diriges plus ma vie. C'est un dialogue intérieur, un dialogue doux, un dialogue patient. Et il change tout. Parce que quand nous cessons de lutter contre nos peurs, quand nous cessons de les fuir ou de les combattre, elles perdent leur pouvoir sur nous. Elles deviennent des compagnons de route plutôt que des tyrans. Elles sont toujours là, mais elles ne nous gouvernent plus. Je pratique moi-même la méditation depuis de nombreuses années. Et je peux vous dire que cela a transformé ma relation à la quête d'approbation. Non pas que cette quête ait complètement disparu. Elle est toujours là, tapie dans un coin de mon esprit. Quand je donne une conférence, quand je publie un livre, quand je m'exprime en public, il y a toujours cette petite voix qui murmure « Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont me trouver intéressant? Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Mais cette voix, aujourd'hui, je la reconnais. Je la salue et je ne la laisse pas décider pour moi. Je continue à faire ce que je crois juste, ce que je crois utile, ce que je crois vrai, même quand cette petite voix s'agite. Et cela m'amène à un point essentiel que je voudrais souligner. Cesser de chercher l'approbation des autres ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est tout le contraire. C'est une forme de respect. De respect pour soi-même d'abord, mais aussi de respect pour les autres. Parce que quand nous cherchons l'approbation, nous ne respectons pas vraiment les autres. Nous les instrumentalisons. Nous les utilisons comme des miroirs dans lesquels nous cherchons un reflet flatteur de nous-mêmes. Nous ne les voyons pas tels qu'ils sont. Nous les voyons comme des distributeurs potentiels de validation. Et cela, paradoxalement, nous éloigne d'eux. Cela rend nos relations superficielles, utilitaires, anxieuses. Quand nous cessons de chercher l'approbation, nous pouvons enfin voir l'autre tel qu'il est. Pas comme un juge, pas comme un évaluateur, pas comme une menace, mais comme un être humain,
avec ses propres peurs, ses propres fragilités, ses propres besoins d'approbation peut-être. Et cette vision, cette reconnaissance de l'humanité partagée, c'est le fondement de la véritable connexion, de la véritable intimité, de la véritable amitié, de la véritable amour. Si ce contenu vous accompagne dans votre réflexion, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parfois, une seule idée entendue au bon moment peut changer le cours d'une journée, voire d'une vie. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui est intimement lié à notre thème et qui mérite que nous nous y attardions. C'est la question du conflit, de la confrontation, du désaccord. Quand nous cherchons l'approbation des autres, nous fuyons le conflit comme la peste. Nous faisons tout pour éviter les désaccords, les tensions, les frictions. Nous lissons, nous arrondissons les angles, nous acquiesçons, nous sourions. Et pourtant, le conflit, le désaccord, la confrontation saine sont des éléments essentiels de toute relation authentique. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà eu une relation profonde, une vraie relation, une relation qui vous a fait grandir, dans laquelle il n'y a jamais eu de conflit? Je ne pense pas. Les relations les plus profondes, les plus authentiques, les plus nourrissantes, sont celles dans lesquelles deux personnes ont le courage de se dire la vérité, même quand cette vérité est inconfortable, même quand elle provoque des étincelles. Cela ne signifie pas être agressif, cela ne signifie pas être cruel, cela ne signifie pas chercher le conflit pour le plaisir du conflit. Cela signifie avoir le courage d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on veut, même quand on sait que l'autre ne sera pas d'accord. Ces psychologues appellent l'assertivité, cette capacité à s'affirmer sans agresser, à dire sa vérité sans écraser celle de l'autre. L'assertivité est l'antidote de la quête d'approbation, parce que l'assertivité repose sur une conviction profonde: ma vérité a de la valeur, mes besoins ont de la valeur, mon ressenti a de la valeur, pas plus que ceux de l'autre, pas moins. Autant. Et développer cette assertivité, c'est un apprentissage. C'est comme un muscle que l'on entraîne. Au début, c'est douloureux. Au début, c'est maladroit. On dit non et on se sent coupable. On exprime un désaccord et on tremble intérieurement. On pose une limite et on a l'impression de commettre un crime. Mais petit à petit, à force de pratique, le muscle se renforce. La culpabilité diminue. La confiance grandit. Et un jour, on se rend compte que les gens nous respectent davantage, pas moins, quand nous osons être authentiques. C'est l'un des paradoxes les plus beaux de la psychologie humaine. Nous croyons que si nous montrons notre vrai visage, les gens vont nous rejeter. Nous croyons que si nous cessons de jouer un rôle, nous allons perdre l'amour des autres. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Quand nous osons être vrais, quand nous osons être vulnérables, quand nous osons montrer nos failles et nos imperfections, les gens se rapprochent, parce que notre authenticité leur donne la permission d'être authentiques eux aussi. Notre vulnérabilité leur dit: tu peux enlever ton masque, toi aussi. Nous sommes entre humains ici. Nous pouvons être vrais. Je pense à cette phrase magnifique d'un auteur dont j'ai oublié le nom, mais dont les mots me sont restés: sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. C'est simple, c'est presque drôle, mais c'est d'une profondeur immense, parce que c'est vrai. La seule personne que vous pouvez être avec succès, c'est vous-même. Toutes les autres versions, toutes les imitations, toutes les copies que vous essayez de produire pour plaire aux autres, elles seront toujours médiocres. Non pas parce que vous êtes médiocre, mais parce que vous ne pouvez pas exceller à être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez exceller qu'à être vous. Laissez-moi vous parler maintenant d'un phénomène que j'observe très souvent et qui est particulièrement destructeur. C'est ce que j'appelle le syndrome du caméléon. Vous connaissez le caméléon? Ce petit animal qui change de couleur en fonction de son environnement. Quand il est sur une feuille verte, il devient vert. Quand il est sur une pierre brune, il devient brun.
il s'adapte, il se fond dans le décor, il disparaît. Beaucoup d'entre nous sont des caméléons humains. Nous changeons de personnalité en fonction des personnes avec qui nous sommes. Avec notre patron, nous sommes sérieux et compétents. Avec nos amis, nous sommes drôles et décontractés. Avec nos parents, nous redevenons des enfants sages. Avec notre partenaire, nous jouons un autre rôle encore. Et entre tous ces rôles, entre tous ces personnages, il n'y a personne. Il y a un vide angoissant. Ce syndrome du caméléon est directement lié à la quête d'approbation. Nous changeons de couleur parce que nous croyons que notre couleur naturelle n'est pas assez belle. Nous nous adaptons parce que nous croyons que nous ne serons pas acceptés tels que nous sommes. Et à force de nous adapter, nous oublions quelle est notre couleur naturelle. Retrouver sa couleur naturelle, retrouver son vrai visage, c'est le travail d'une vie. C'est un travail patient, courageux, parfois douloureux. Mais c'est le travail le plus important que nous puissions faire. Parce que sans ce travail, nous vivons la vie de quelqu'un d'autre. Et au soir de notre vie, quand nous regarderons en arrière, la question qui nous hantera ne sera pas « Est-ce que les gens m'ont aimé ?» La question sera « Est-ce que j'ai vécu ma vie, ma vraie vie, celle qui était faite pour moi et pour moi seul ?» Je voudrais maintenant que nous explorions ensemble les conséquences concrètes, les conséquences tangibles de la quête d'approbation sur notre santé. Parce que cette quête n'affecte pas seulement notre bien-être émotionnel, elle affecte notre corps, notre santé physique. Le stress chronique généré par la peur constante du jugement a des effets mesurables sur notre organisme. Il augmente le cortisol, l'hormone du stress. Il perturbe notre sommeil. Il affaiblit notre système immunitaire. Il augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de troubles digestifs, de douleurs chroniques. Ce n'est pas de la spéculation. Ce sont des faits documentés par la recherche scientifique. Quand nous passons nos journées à nous demander ce que les autres pensent de nous, notre corps est en état d'alerte permanent. C'est comme si nous vivions en zone de guerre. Notre système nerveux sympathique, celui qui gère les réponses de fuite ou de combat, est constamment activé. Et notre système nerveux parasympathique, celui qui gère le repos et la récupération, est constamment inhibé. Résultat, nous sommes épuisés, physiquement épuisés, pas parce que nous travaillons trop, pas parce que nous dormons mal, mais parce que notre corps est en mode survie en permanence. Et ce qui est tragique, c'est que la menace n'est pas réelle. La menace est dans notre tête. Personne ne va nous tuer si notre collègue n'approuve pas notre rapport. Personne ne va nous abandonner dans la forêt si notre belle-mère n'aime pas notre gâteau. Mais notre cerveau, notre vieux cerveau reptilien, ne fait pas la différence entre une menace physique et une menace sociale. Pour lui, le rejet social est aussi dangereux qu'un prédateur, et il réagit en conséquence. Apprendre à cesser de chercher l'approbation, c'est donc aussi, d'une certaine manière, apprendre à apaiser notre système nerveux. C'est apprendre à dire à notre corps « tu es en sécurité, tu n'es pas en danger, tu peux te détendre, tu peux respirer ». Et cela a des effets concrets, mesurables sur notre santé. Meilleur sommeil, meilleure digestion, moins de douleur, plus d'énergie, plus de vitalité. Si ce que vous entendez résonne en vous, je vous invite à prendre soin de ce moment en vous abonnant à cette chaîne. C'est une manière de vous engager envers vous-même, de vous dire que votre croissance intérieure compte. Je voudrais maintenant partager avec vous quelques réflexions sur un sujet qui revient souvent quand on parle de la quête d'approbation. C'est la question des réseaux sociaux, des likes, des commentaires, des followers, de cette validation numérique qui est devenue, pour beaucoup d'entre nous, une drogue quotidienne. Les réseaux sociaux ont amplifié de manière spectaculaire notre quête d'approbation. Ils ont transformé cette quête, qui était autrefois limitée à notre cercle familial et social immédiat,
en une quête mondiale, permanente, quantifiable. Avant les réseaux sociaux, nous cherchions l'approbation de nos parents, de nos amis, de nos collègues. Aujourd'hui, nous cherchons l'approbation de centaines, de milliers, parfois de millions de personnes que nous ne connaissons même pas. Et les réseaux sociaux ont fait quelque chose de redoutable. Ils ont rendu l'approbation mesurable. Un like, c'est 1 point. Un commentaire, c'est 2 points. Un partage, c'est 5 points. Et nous passons nos journées à compter nos points, à comparer nos points avec ceux des autres, à nous réjouir quand le compteur monte, à nous déprimer quand il stagne ou qu'il descend. C'est la version numérique de ce que nous avons toujours fait, mais amplifiée à une échelle qui nous dépasse. Et les conséquences sont considérables, notamment chez les jeunes. Je vois dans ma pratique de plus en plus de jeunes patients, des adolescents, des jeunes adultes, dont l'estime de soi est entièrement dépendante de leur présence numérique. Leur valeur, à leurs propres yeux, se mesure en nombre de followers. Leur humeur du jour dépend du nombre de likes sur leur dernière photo. Et quand les likes ne viennent pas, quand les commentaires sont négatifs, quand ils se sentent invisibles dans l'immensité numérique, ils s'effondrent. Ce n'est pas une critique des réseaux sociaux en tant que tels. Les réseaux sociaux sont des outils. Comme tous les outils, ils ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Mais nous devons être lucides sur l'impact qu'ils ont sur notre quête d'approbation. Nous devons être conscients que chaque fois que nous publions quelque chose dans l'attente de like, nous alimentons cette vieille addiction. Nous donnons à notre cerveau sa dose de dopamine et nous renforçons cette croyance que notre valeur dépend du regard des autres. La question à se poser quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux est simple. Est-ce que je fais cela parce que j'ai envie de partager quelque chose qui me tient à cœur ou est-ce que je fais cela pour obtenir de l'approbation? La réponse n'est pas toujours claire. Souvent, c'est un mélange des deux. Mais le simple fait de se poser la question, le simple fait d'être honnête avec soi-même sur ses motivations, c'est déjà un acte de liberté. Je voudrais maintenant que nous parlions d'un autre aspect de cette transformation qui se produit quand on cesse de chercher l'approbation. C'est la question de la solitude. Pas la solitude douloureuse, pas l'isolement, mais la solitude choisie. La capacité à être seul avec soi-même. Quand nous cherchons constamment l'approbation des autres, nous ne supportons pas la solitude. Parce que la solitude nous confronte à nous-mêmes. Et nous-mêmes quand nous ne nous aimons pas suffisamment. Nous-mêmes quand notre estime de soi dépend du regard extérieur. Nous-mêmes devenons une compagnie insupportable. Nous fuyons la solitude parce que nous fuyons la rencontre avec notre propre vie d'intérieur. Mais quand nous commençons à développer une relation plus saine avec nous-mêmes, quand nous commençons à nous approuver de l'intérieur, quelque chose de remarquable se produit. La solitude cesse d'être effrayante. Elle devient nourrissante. Elle devient un espace de ressourcement, de créativité, de paix. Nous découvrons que nous sommes une compagnie agréable, que nous pouvons passer du temps avec nous-mêmes sans nous ennuyer, sans angoisser, sans avoir besoin de remplir le silence avec du bruit. Cette capacité à être seul, le psychanalyste Donald Winnicott l'appelait la capacité d'être seul en présence de l'autre. C'est une maturité émotionnelle. C'est la capacité d'être avec quelqu'un sans avoir besoin que cette personne nous valide en permanence. C'est la capacité d'être dans une relation sans fusionner avec l'autre, sans se perdre dans l'autre, sans dépendre de l'autre pour se sentir exister. Et cette capacité, paradoxalement, rend nos relations meilleures, pas moins profondes, plus profondes. Parce que quand nous n'avons plus besoin de l'autre pour nous sentir complets, nous pouvons enfin aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous apporte.
Nous pouvons enfin être dans une relation de désir plutôt que de besoin. Et la différence est immense. Le besoin est anxieux, possessif, dépendant. Le désir est libre, joyeux, généreux. Je pense souvent à cette image. Deux personnes qui marchent côte à côte. Pas l'une appuyée sur l'autre, pas l'une portant l'autre. Deux personnes debout, autonomes, solides, qui choisissent de marcher ensemble, qui choisissent de partager le chemin, pas par nécessité, par choix, par amour. C'est cela, la relation libérée de la quête d'approbation. C'est cela, la relation entre deux êtres humains qui se suffisent à eux-mêmes, mais qui choisissent de être ensemble. Permettez-moi maintenant d'aborder un point délicat, un point qui peut susciter de la résistance, mais qui me semble important. C'est la question de la déception, du fait de décevoir les autres. Quand nous cessons de chercher l'approbation, nous allons inévitablement décevoir certaines personnes. C'est incontournable parce que ces personnes s'étaient habituées à notre complaisance. Elles s'étaient habituées à notre oui permanent. Elles s'étaient habituées à cette version de nous qui disait toujours ce qu'elles voulaient entendre, qui faisait toujours ce qu'elles attendaient, qui ne cause jamais de problème. Et quand cette version change, quand nous commençons à dire non, à poser des limites, à exprimer nos véritables opinions, certaines personnes ne vont pas comprendre. Certaines personnes vont se sentir trahies. Certaines personnes vont être en colère. Et certaines personnes vont partir. Et c'est douloureux. Je ne vais pas vous dire le contraire. Perdre des gens fait mal. Même quand ces gens ne nous aimaient pas vraiment, même quand ces gens s'aimaient seulement la version commode de nous-mêmes, les perdre fait mal. Parce que notre vieux cerveau, encore une fois, interprète chaque perte relationnelle comme un danger, comme un abandon, comme une preuve que nous ne valons rien. Mais voici ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit. Les personnes qui partent quand vous cessez de leur dire ce qu'elles veulent entendre, ces personnes n'étaient pas vos alliés. Elles n'étaient pas vos amies au sens profond du terme. Elles étaient des consommatrices de votre complaisance. Et leur départ, aussi douloureux soit-il, est en réalité un cadeau. Il fait de la place pour des relations plus vraies, plus profondes, plus nourrissantes. Je me souviens d'une expression anglaise que j'aime beaucoup. Elle dit « Your vibe attracts your tribe ». Votre énergie attire votre tribu. Quand vous changez d'énergie, quand vous passez de l'énergie de la complaisance à l'énergie de l'authenticité, les personnes autour de vous changent aussi. Certaines s'en vont. Et d'autres arrivent. Des personnes qui vous reconnaissent tel que vous êtes. Des personnes qui apprécient votre vrai visage, pas votre masque. Des personnes avec qui vous pouvez être vulnérable sans craindre d'être jugé. Et ces relations-là, croyez-moi, valent toutes les relations superficielles du monde. Une seule relation authentique, une seule personne qui vous voit vraiment, qui vous accepte vraiment, qui vous aime vraiment, cela vaut plus que 1000 relations basées sur la complaisance. Si ce contenu vous aide, pensez à laisser votre like et à vous abonner pour continuer à apprendre ensemble. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur un aspect souvent négligé de la quête d'approbation. C'est son impact sur nos décisions de vie. Pas les petites décisions du quotidien dont j'ai parlé tout à l'heure, mais les grandes décisions. Les décisions qui façonnent notre existence. Quel métier avez-vous choisi? Pourquoi l'avez-vous choisi? Était-ce par passion, par vocation, ou parce que vos parents seraient fiers? Parce que la société considère ce métier comme respectable? Parce que les gens seraient impressionnés quand vous diriez ce que vous faites dans la vie? Avec qui vivez-vous? Pourquoi vivez-vous avec cette personne? Est-ce par amour profond ou parce que c'est ce que les autres attendaient de vous? Parce qu'il était temps de se marier? Parce que tout le monde se mettait en couple? Parce que vos parents voulaient des petits-enfants? Où vivez-vous? Pourquoi vivez-vous là? Est-ce parce que cet endroit vous nourrit, vous inspire?
vous fait sentir vivant, ou parce que c'est l'adresse qui impressionne, le quartier qui fit bien, la ville que tout le monde envie? Je ne pose pas ces questions pour vous mettre mal à l'aise. Je les pose parce qu'elles méritent d'être posées. Parce que trop souvent, nous construisons notre vie comme on construit un CV, pour impressionner, pour rassurer, pour correspondre à ce que le monde attend de nous. Et un jour, nous nous réveillons dans une vie qui ressemble à celle de tout le monde, mais qui ne ressemble pas à la nôtre. Et nous nous demandons, comment suis-je arrivé ici? La réponse, souvent, est simple. Vous êtes arrivé ici parce que vous avez pris vos décisions en fonction du regard des autres plutôt qu'en fonction de votre propre boussole intérieure. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réorienter votre vie. Pas nécessairement de manière radicale, pas nécessairement en tout quittant du jour au lendemain, mais en commençant, petit à petit, à écouter votre propre voix plutôt que celle des autres. Cela commence par des questions simples. Qu'est-ce que je veux, moi? Pas ce que mes parents veulent pour moi, pas ce que la société attend de moi, pas ce que mon entourage considère comme normal ou raisonnable. Qu'est-ce que moi, au plus profond de moi, je désire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Ces questions peuvent être déstabilisantes, surtout si vous avez passé des années, des décennies à les ignorer. Vous pouvez ne pas avoir de réponse immédiate, et c'est normal. Quand on a fait taire sa voix intérieure pendant longtemps, elle ne revient pas au premier appel. Il faut de la patience, il faut de l'écoute, il faut créer les conditions du silence intérieur pour que cette voix puisse de nouveau se faire entendre. Et c'est là que la méditation, la contemplation, le simple fait de s'arrêter régulièrement pour écouter ce qui se passe en soi, prend tout son sens. Pas comme une obligation, pas comme un devoir supplémentaire sur votre liste de choses à faire, mais comme un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous précieux, un rendez-vous que vous méritez. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui est profondément lié à tout ce dont nous avons parlé. C'est la question de la honte. La honte est l'émotion la plus puissante et la plus destructrice qui soit liée à la quête d'approbation. La honte, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal. La honte, c'est je suis quelque chose de mal. La culpabilité porte sur un acte. La honte porte sur l'identité, et c'est ce qui la rend si toxique. Parce que quand nous avons honte, nous ne nous disons pas j'ai commis une erreur. Nous nous disons je suis une erreur. La honte est le carburant de la quête d'approbation. C'est elle qui nous pousse à nous cacher, à porter des masques, à jouer des rôles. Parce que nous croyons que si les autres voyaient qui nous sommes vraiment, s'ils voyaient nos failles, nos faiblesses, nos zones d'ombre, ils nous rejetteraient avec dégoût. Et cette croyance est si profonde, si douloureuse, que nous faisons tout pour l'éviter. Nous devenons des artistes de la dissimulation, des professionnels du masque, des virtuoses de l'apparence. Mais la honte ne disparaît pas quand on la cache. Au contraire, elle grandit dans le secret. Elle se nourrit du silence. Elle prospère dans l'obscurité. Et plus nous la cachons, plus elle devient puissante. L'antidote de la honte, c'est la vulnérabilité. C'est le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses imperfections, avec ses blessures, avec ses zones d'ombre. C'est le courage de dire « voilà qui je suis ». Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas toujours joli. Et la vérité, même imparfaite, vaut mieux que le plus beau des mensonges. La chercheuse Brené Brown, dont j'admire beaucoup le travail, a consacré des années à étudier la vulnérabilité et la honte. Et elle a découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui vivent le plus pleinement, les personnes qui ont les relations les plus profondes, les personnes qui sont les plus créatives, les plus heureuses, les plus résilientes, sont les personnes qui ont le courage d'être vulnérables.
ce ne sont pas les personnes les plus fortes au sens conventionnel du terme. Ce ne sont pas les personnes qui n'ont jamais peur, qui ne doutent jamais, qui ne souffrent jamais. Ce sont les personnes qui ont peur, qui doutent, qui souffrent, mais qui continuent à se montrer, qui continuent à être authentiques, qui continuent à ouvrir leur cœur, même quand elles savent qu'elles risquent d'être blessées. Et cela me ramène à cette idée fondamentale: cesser de chercher l'approbation des autres n'est pas un acte de force, c'est un acte de courage. Et le courage, rappelons-le, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Je voudrais maintenant vous parler de ce que j'appelle le deuil de l'image idéale. Quand nous cessons de chercher l'approbation des autres, nous devons faire le deuil de quelque chose. Nous devons faire le deuil de cette image idéale de nous-mêmes que nous avons essayé de projeter pendant si longtemps. Cette image parfaite, lisse, irréprochable. Cette image qui plaisait à tout le monde mais qui ne ressemblait à personne. Ou plutôt, qui ressemblait à tout le monde sauf à nous. Faire ce deuil n'est pas facile, parce que cette image, même si elle était fausse, nous protégeait. Elle nous donnait l'illusion d'être aimé, d'être accepté, d'être en sécurité. Et renoncer à cette illusion, c'est se retrouver nu, vulnérable, exposé. C'est effrayant, mais c'est aussi libérateur, extraordinairement libérateur. Parce que maintenir une image idéale demande une énergie colossale. C'est un travail à plein temps. C'est épuisant. Et quand nous lâchons cette image, quand nous cessons de la maintenir en place, nous récupérons une quantité d'énergie phénoménale. De l'énergie que nous pouvons investir dans ce qui compte vraiment, dans nos passions, dans nos relations authentiques, dans notre croissance intérieure, dans la vie elle-même. Je me souviens d'un patient qui m'a dit un jour: « Depuis que j'ai arrêté d'essayer d'être parfait, j'ai tellement plus d'énergie pour être heureux. » Et cette phrase m'a ému parce qu'elle résume tout. La perfection est l'ennemi du bonheur, parce que la perfection n'existe pas. C'est un mirage. C'est un horizon qui recule à mesure que l'on avance. Et quand nous cessons de courir après ce mirage, nous pouvons enfin regarder autour de nous et apprécier le paysage. Laissez-moi maintenant vous parler de la gratitude. Pas la gratitude comme un exercice forcé, pas la gratitude comme une obligation morale, mais la gratitude comme une conséquence naturelle de la libération intérieure. Quand nous cessons de chercher l'approbation des autres, quelque chose de remarquable se produit. Nous commençons à voir ce que nous avons. Quand nous sommes pris dans la quête d'approbation, notre attention est entièrement tournée vers ce qui nous manque, vers le compliment que nous n'avons pas reçu, vers le regard que nous n'avons pas capté, vers la validation qui n'est pas venue. Nous sommes dans le manque permanent, et le manque empêche de voir l'abondance. Mais quand nous nous libérons de cette quête, notre regard change. Nous commençons à voir ce qui est là, le soleil qui entre par la fenêtre, le rire d'un enfant, la chaleur d'une tasse de thé entre nos mains, la douceur d'un silence partagé avec quelqu'un que nous aimons. Toutes ces petites choses qui étaient là depuis toujours, mais que nous ne voyions pas, parce que notre attention était captée par le regard de l'autre. La gratitude n'est pas quelque chose que l'on force. C'est quelque chose qui émerge naturellement quand on cesse de regarder ailleurs, quand on cesse de se comparer, quand on cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La gratitude est le fruit de la présence, et la présence est le fruit de la liberté intérieure. Si jusqu'ici quelque chose de ce que vous avez entendu vous a touché, pensez à laisser un commentaire. Partager votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent les mêmes questionnements. Je voudrais maintenant que nous parlions de quelque chose de très pratique, de très concret, des petits gestes quotidiens qui peuvent vous aider à vous libérer progressivement de la quête d'approbation. Pas de grands bouleversements, pas de révolution, des petits pas.
des micro-actes de liberté. Premier petit geste, commencez par remarquer. Comme je l'ai dit plus tôt, la prise de conscience est le premier pas. Chaque fois que vous vous surprenez en train de modifier votre comportement pour plaire à quelqu'un, notez-le. Mentalement ou même physiquement dans un carnet. Ne vous jugez pas, notez simplement. Tiens, j'ai dit oui à cette invitation alors que je n'en avais pas envie. Tiens, j'ai changé d'avis sur ce film parce que mon ami n'avait pas l'air d'accord. Tiens, j'ai gardé le silence alors que j'avais quelque chose à dire. Ce simple acte d'observation change la donne. Deuxième petit geste, pratiquez le désaccord doux. Pas le conflit, pas l'agression. Le désaccord doux. La prochaine fois que quelqu'un exprime une opinion avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, au lieu d'acquiescer automatiquement, essayez de dire ⁇ Je comprends ton point de vue, mais je vois les choses un peu différemment ⁇ C'est tout. Pas de drame, pas de confrontation. Juste l'expression calme, posée de votre propre perspective. Et observez ce qui se passe, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Vous serez peut-être surpris de constater que le monde ne s'écroule pas quand vous exprimez un désaccord, que l'autre ne vous déteste pas, qu'au contraire, peut-être, il vous respecte davantage. Troisième petit geste, dites non à une petite chose, pas à quelque chose de vital, pas à votre patron qui vous demande un rapport urgent. Non, commencez petit. Refusez poliment une invitation qui ne vous enthousiasme pas. Dites à un ami que vous n'avez pas envie de sortir ce soir. Dites à un vendeur que vous n'avez pas besoin d'aide, merci. Ces petits non sont comme des exercices de musculation pour votre assertivité. Ils renforcent votre capacité à vous affirmer sans agresser. Quatrième petit geste, passez du temps seul. Volontairement, pas du temps seul devant un écran, du temps seul avec vous-même. Asseyez-vous dans un parc, marchez en forêt, restez assis dans le silence de votre salon et écoutez. Écoutez ce qui se passe en vous quand il n'y a personne autour pour vous distraire, pour vous valider, pour vous approuver. Ce silence peut être inconfortable au début, mais persévérez, parce que dans ce silence, quelque chose de précieux vous attend, votre propre voix. Cinquième petit geste, faites quelque chose pour vous-même sans en parler à personne, sans le publier sur les réseaux sociaux, sans attendre de reconnaissance. Faites-le simplement parce que cela vous fait plaisir. Achetez-vous des fleurs, cuisinez votre plat préféré, prenez un bain, lisez un livre, faites une promenade et savourez ce moment de plaisir qui ne dépend de personne d'autre que de vous. C'est un acte d'auto-approbation, un acte d'amour envers vous-même, et il a plus de pouvoir que vous ne le croyez. Sixième petit geste, pratiquez l'autocompassion. La prochaine fois que vous ferez une erreur, la prochaine fois que vous échouerez, la prochaine fois que vous ne serez pas à la hauteur de vos propres attentes, au lieu de vous flageller intérieurement, essayez quelque chose de différent. Posez une main sur votre cœur, respirez profondément et dites-vous, silencieusement ou à voix haute, c'est difficile en ce moment, mais je suis un être humain. Tous les êtres humains souffrent. Je mérite de la compassion autant que n'importe qui d'autre. C'est un exercice d'autocompassion que l'on doit à Christine Neff, et il est d'une simplicité et d'une puissance étonnante. Ces petits gestes pris isolément peuvent sembler insignifiants, mais accumulés, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils transforment notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Ils construisent, pierre après pierre, les fondations d'une estime de soi qui ne dépend plus du regard extérieur. Je voudrais maintenant que nous explorions ensemble une dimension plus philosophique, plus existentielle de notre sujet. C'est la question du sens de la vie. Quand nous cherchons l'approbation des autres, notre vie est orientée vers l'extérieur. Notre boussole pointe vers le monde, vers les attentes du monde, vers les standards du monde. Et le sens de notre vie, dans cette configuration, est déterminé par les autres. Nous réussissons si les autres disent
que nous réussissons. Nous sommes heureux si les autres considèrent que nous avons des raisons d'être heureux. Nous avons de la valeur si les autres nous attribuent de la valeur. Mais quand nous cessons de chercher l'approbation, notre boussole se réoriente. Elle pointe vers l'intérieur, vers nos propres valeurs, vers nos propres convictions, vers notre propre définition du sens. Et cela peut être vertigineux, parce que soudain, nous ne pouvons plus nous reposer sur les standards des autres. Nous devons trouver les nôtres. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi quand je partirai? Ces questions sont immenses, et elles n'ont pas de réponse universelle. Chacun doit trouver la sienne. Chacun doit creuser dans son propre sol pour trouver sa propre source. Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre disait que nous sommes condamnés à être libres. Condamnés parce que la liberté est vertigineuse, parce que la liberté implique la responsabilité, et parce que la responsabilité peut être écrasante. Mais c'est aussi, paradoxalement, la plus belle chose qui nous soit donnée, la liberté de définir notre propre sens, de choisir nos propres valeurs, de tracer notre propre chemin. Cesser de chercher l'approbation des autres, c'est embrasser cette liberté, c'est accepter ce vertige, c'est dire « je ne sais pas toujours où je vais, mais je sais que c'est moi qui tiens le gouvernail ». Et cette certitude, même au milieu de l'incertitude, même au cœur du doute, est une source de force immense. Je voudrais maintenant vous raconter une dernière histoire. L'histoire d'un homme que j'ai connu il y a longtemps et qui m'a profondément marqué. Appelons-le Pierre. Pierre était enseignant. Un bon enseignant, apprécié de ses élèves, respecté de ses collègues. Mais Pierre avait un secret, un rêve qu'il portait en lui depuis l'enfance, un rêve qu'il n'avait jamais osé poursuivre. Pierre rêvait d'écrire des histoires, des romans, des contes. Pendant des années, Pierre avait gardé ce rêve enfermé dans un tiroir, littéralement. Il avait des carnets entiers remplis d'histoires, de personnages, de dialogues, qu'il rangeait dans le tiroir de sa table de nuit et que personne n'avait jamais lus. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne les montrait à personne, il m'a répondu avec un sourire triste. Parce que ce n'est probablement pas assez bien. Parce que les gens vont trouver ça ridicule. Parce qu'un enseignant, ça enseigne. Ça n'écrit pas des histoires. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois sur cette peur du jugement, cette peur d'exposition, cette peur d'être vu tel qu'il était vraiment un homme qui rêvait d'écrire. Et un jour, Pierre a fait quelque chose de courageux. Il a envoyé l'un de ses textes à un éditeur, sans en parler à personne, sans demander la permission à personne, sans chercher l'approbation de personne. Il l'a simplement fait. Le texte a été refusé, et puis il en a envoyé un autre, refusé aussi, et un autre encore, et un autre. Et finalement, après plusieurs refus, un éditeur a dit oui, et le livre de Pierre a été publié. Ce n'était pas un best-seller, ce n'était pas un événement littéraire, c'était un petit livre, discret, modeste. Mais quand Pierre est venu me voir après la publication, il rayonnait. Il m'a dit « Christophe, ce n'est pas le fait d'être publié qui me rend heureux, c'est le fait d'avoir osé, c'est le fait d'avoir enfin fait ce que je voulais faire, sans me demander ce que les autres allaient en penser. » Et cette phrase, je la garde précieusement dans ma mémoire, parce qu'elle contient une vérité essentielle. Le bonheur n'est pas dans le résultat. Le bonheur n'est pas dans l'approbation des autres. Le bonheur est dans l'audace d'être soi-même, dans le courage de suivre sa propre voie, dans la liberté de vivre selon ses propres termes. Et cette vérité, elle est accessible à chacun d'entre vous. Vous n'avez pas besoin d'écrire un livre. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous avez simplement besoin de commencer à écouter votre propre voix et d'avoir le courage de la suivre. Si ce contenu vous accompagne, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. C'est ainsi que nous construisons, ensemble,
une communauté de personnes engagées dans leur propre croissance. Je voudrais maintenant aborder un dernier thème avant de conclure, un thème qui me semble essentiel. C'est la question du temps qui passe, de la finitude. Nous n'avons pas un temps illimité. C'est une évidence, mais c'est une évidence que nous oublions constamment. Nous vivons comme si nous avions l'éternité devant nous, comme si les jours étaient inépuisables, comme si nous pouvions toujours remettre à demain le moment où nous commencerons enfin à vivre selon nos propres termes. Mais le temps passe, il passe silencieusement, il passe impitoyablement. Et chaque jour que nous passons à chercher l'approbation des autres est un jour que nous ne passons pas à vivre notre propre vie. Chaque heure passée à nous demander ce que les autres pensent de nous est une heure que nous ne passons pas à créer, à aimer, à explorer, à être pleinement présents au miracle de notre existence. Je ne dis pas cela pour vous angoisser, je le dis pour vous éveiller, pour secouer doucement cette torpeur dans laquelle la quête d'approbation nous plonge. Parce que cette quête est une forme de somnambulisme. Nous marchons dans notre vie les yeux fermés, guidés par les attentes des autres, sans jamais nous arrêter pour regarder où nous allons vraiment. Et un jour, nous nous réveillons et nous réalisons que nous avons passé des années, peut-être des décennies, à vivre une vie qui n'était pas la nôtre. Et cette réalisation peut être douloureuse. Mais elle peut aussi être le début de quelque chose de neuf, de quelque chose de vrai, de quelque chose de beau. Parce que tant que nous respirons, tant que nous sommes vivants, il n'est jamais trop tard. Jamais. Je l'ai dit plusieurs fois au cours de cet épisode, et je le redis une dernière fois, parce que c'est peut-être la chose la plus importante que je puisse vous dire, il n'est jamais trop tard pour commencer à être vous-même. Alors, en guise de conclusion, je voudrais récapituler les points essentiels que nous avons explorés ensemble au cours de ces 2 heures. Premièrement, la quête d'approbation est naturelle. Elle est inscrite dans notre biologie. Elle a été utile à notre survie. Mais quand elle devient excessive, quand elle dirige notre vie, elle se transforme en prison. Une prison sans barreaux, mais une prison tout de même. Deuxièmement, cette quête trouve ses racines dans l'enfance, dans les messages que nous avons reçus sur l'amour conditionnel. Et ces messages, même s'ils n'étaient pas intentionnellement malveillants, ont façonné notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Troisièmement, cesser de chercher l'approbation ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Cela signifie développer une source intérieure d'estime de soi. Cela signifie passer d'une validation externe à une validation interne. Cela signifie apprendre à s'approuver soi-même. Quatrièmement, ce processus implique de développer l'assertivité, la capacité à dire non, la capacité à exprimer ses véritables opinions, la capacité à poser des limites. C'est un muscle qui se développe avec la pratique. Cinquièmement, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est un courage. Oser se montrer tel que l'on est, avec ses imperfections, ses blessures, ses zones d'ombre, c'est l'acte le plus courageux qui soit. Et c'est le fondement des relations authentiques. Sixièmement, quand nous cessons de chercher l'approbation, nous récupérons une énergie immense que nous pouvons investir dans ce qui compte vraiment, dans nos passions, dans nos relations, dans notre vie. Septièmement, ce chemin n'est pas linéaire. Il y a des avancées et des reculs. Il y a des moments de courage et des moments de doute. Et tout cela est normal. L'important, c'est la direction, pas la perfection. Et huitièmement, il n'est jamais trop tard. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, vous pouvez commencer aujourd'hui. Maintenant, en prenant conscience, en posant un petit acte de liberté, en écoutant votre propre voix. Je voudrais terminer par une pensée qui m'est chère, une pensée que je me répète souvent dans les moments de doute, dans les moments où la vieille quête d'approbation
refait surface, dans les moments où j'ai envie de jouer un rôle plutôt que d'être moi-même. Cette pensée, la voici, je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. J'ai besoin de m'aimer moi-même et d'être aimé par ceux qui me connaissent vraiment. C'est simple, c'est modeste, mais c'est suffisant et c'est libérateur. Parce que quand nous acceptons cette vérité, quand nous l'intégrons vraiment au plus profond de nous, quelque chose change. Le monde ne change pas, les gens ne changent pas, mais notre regard change. Et quand notre regard change, tout change. Vous méritez de vivre votre propre vie, pas la vie que vos parents avaient imaginée pour vous, pas la vie que la société considère comme réussie, pas la vie que vos amis ou vos collègues attendent de vous. Votre vie, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous donne le sentiment d'être pleinement, intensément, joyeusement vivant. Et cette vie commence par un choix, le choix de cesser de chercher la permission du monde entier pour exister, le choix de vous donner à vous-même cette permission, le choix de dire ⁇ Je suis là, je suis imparfait, je suis fragile, je suis humain, et c'est suffisant, c'est magnifiquement suffisant. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce fut un honneur et un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un mot entendu au bon moment peut ouvrir une porte que l'on croyait fermée à jamais. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, pas comme le monde vous dit de le faire, comme vous, au fond de vous, savez que vous avez besoin de le faire. À bientôt.